Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Comme nous sommes de bons habitants, envoie la petite jument. Comme nous sommes de bons habitants, envoie la petite jument. Le jour de Noël est important, envoie la petite La petite, envoie la petite, envoie la petite jument. Le jour de Noël est Joyeux Noël, tabarnouche! envoie la petite jument. Bleu Cinéma featuring la famille Larin. En cas de beau temps, On est au Québec, après tout. Yes sir, Beller. Fait que c'est ça. Joyeux Noël. On est le 25. Le 25, ouais. On va décider ça, mais c'est pas, on n'est pas le 25, en ce moment on est le 21. Mais on est le 25. Ok, oui, c'est le 25. Hier c'était Noël. Puis là, ben c'est Noël. Hier c'était la veille de Noël. Puis là, ben c'est Noël. C'est beau la vie, merci la vie. Beau modèle. Hein? Joe Plouffe. Deuxième épisode sur Christian Metz, sans plus attendre. Ça wreck. Ouais, je suis loin, esti. Monter ça un peu loin. Allô? 1, 2. Ouais, ok, c'est bon. Bon, en tout cas. Deuxième épisode sur Christian Metz. Dernier épisode, on a parlé de l'impression de réalité. Puis on avait conclu que le cinéma était assez réel à cause du mouvement pour surpasser le niveau d'impression de réalité de la photographie. Puis qui était pas trop réel pour... était pas trop réel pour être quand même capable de garder l'illusion de la réalité. Une illusion de réalité qui, en opposition au théâtre, qui lui est trop réel. C'est juste la réalité. C'est plus une impression de réalité, mais bien la perception de la réalité. On en était là. Fait que là, on va parler du deuxième article des essais sur la signification du cinéma, de la première section, que je rappelle s'intitule Approche phénoménologique du film. Cet article-là s'appelle Remarques pour une phénoménologie du narratif. L'article est paru en 1966 dans la Revue d'esthétique. L'autre article avait été publié dans les cahiers du cinéma. Là, on est dans la Revue d'esthétique. Avec ces papiers-là, on sort un peu du cinéma, comme je l'avais dit à la fin du dernier podcast. On sort du cinéma per se pour aller vers la narratologie, c'est-à-dire l'étude du récit, l'étude de la narration. Puis, on va commencer dès lors. Au premier épisode, au début, j'ai mentionné rapidement le mot structuralisme. Mais c'est dans cet article-là que ça devient important parce que le précédent article s'inscrivait plus, mettons, si on regarde ça historiquement, s'inscrivait dans... c'était la rupture là, du... on parle, c'était... il parlait beaucoup de Bazin puis de ces anciens auteurs français-là qui parlaient du cinéma comme de manière très idéaliste. Puis là, c'est le paradigm shift de l'étude du cinéma de manière ontologique vers une étude plus méthodologique. Là, on est... Metz, là, on est complètement dans le structuralisme déjà. Metz a conscience qu'il y a déjà des études qui ont été faites dans la revue Communication qu'ils ont commencé à l'école pratique des hautes études avec Barthes, avec Grémas, avec plein d'autres auteurs d'inspiration structuraliste. Puis, c'est ça. Il y en a beaucoup à cette époque-là qui font des études narratologiques du récit. Ils se penchent sur le récit sous le modèle, sous
Ben, le grand étiquette, le grand étiquette, ben, le pataquès. Il y avait des gars comme Vladimir Prop, Fedan Todorov, Claude Lévi-Strauss, Grémas, comme je l'ai dit, Roland Barthes, Claude Brémond, Gérard Genette. C'était tous des auteurs d'inspiration structuraliste qui ont étudié le récit dans exactement ce numéro-là, le numéro 8 de la revue Communication. Puis d'ailleurs que Metz a écrit, mais pas l'article que je parle aujourd'hui, mais il a écrit un autre article qui s'intitule La grande syntagmatique du film narratif. Ça, je pourrais peut-être en parler, c'est pas terriblement compliqué à comprendre non plus. Peut-être plus tard. Enfin. Mais le structuralisme, c'est quoi? C'est bien beau, on parle du structuralisme. C'est un mouvement philosophique très populaire dans les années 50, 60, 70 qui vient surtout de la linguistique saussurienne. Je parle souvent de Saussure ces temps-ci. C'est parce que Saussure a jamais rien d'écrit, c'est ça qui est fucké. Saussure a écrit un livre, mais il n'a pas écrit, c'est ses étudiants qui ont écrit le livre. C'est cours de linguistique générale. Puis c'est juste ça a été fait à partir de des notes que ses élèves ont pris. Puis ils ont constitué son cours de linguistique générale. Puis c'est là-dedans que Saussure parle pour la première fois de sémiologie, puis de signifiant signifié, de signes, de toutes ces affaires-là. Je ne vais pas tomber là-dedans, c'est pas vraiment important de comprendre ça pour l'instant. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que Saussure a lancé la voie vers le structuralisme. Puis Barthes, puis tout ce monde-là ont redécouvert, ont relu Saussure dans les années 50-60, puis de là, le structuralisme en a découlé. Et puis après ça, le post-structuralisme de Foucault, Bourdieu, Derrida et compagnie. Mais tu sais, mettons, les mythologies de Barthes, il venait de finir la lecture de Saussure, puis il a écrit sur des phénomènes sociaux, des mythes sociaux, comme des mythes, littéralement des mythes. Que ce soit la lutte, une voiture, une actrice populaire. Enfin. Le structuralisme a aussi des bases dans le formalisme russe du début du 20e siècle. Fait que Saussure, c'est comme fin 20e, fin 19e, c'est-à-dire genre 1800, fin 1800. Puis le formalisme russe, c'est genre 20-30. Puis le structuralisme français de la French Theory, c'est 50, 60, 70. Puis, dans le fond, là, comme je disais, pour définir le structuralisme de manière vraiment trop simple puis presque vulgaire, le structuralisme, ça cherche à comprendre les choses du monde à travers des systèmes, à travers des structures. Autrement dit, c'est que le monde est fait de sens, mais seulement en fonction des relations entre les objets. Fait que les choses en soi font du sens, mais on trouve des significations simplement. On peut comprendre ces choses-là seulement à travers leurs relations dans des systèmes, dans des structures. Souvent, les structuralistes vont arriver à faire des grands tableaux, des grands diagrammes, des espèces de figures, des structures littéralement pour comprendre le monde, comprendre les objets entre eux, à travers leurs relations. C'est le lien entre les deux qui est plus important que les objets en soi, chacun de les bords, individuellement. Puis c'est ça. Les structuralistes élaborent tout le temps des systèmes très complexes, en plein de concepts pour arriver à comprendre comment ces choses-là fonctionnent ensemble. Aux yeux des structuralistes, les objets du monde ne font pas de sens individuellement. C'est toujours en fonction des autres. En fonction des autres par rapport aux autres. T'sais, par exemple, mettons, check ça, c'est Vladimir Prop. C'est une espèce de... je sais pas si on voit bien, là, mais c'est une espèce de grande structure. Ça, Prop, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de comprendre le récit, les contes fantastiques russes, puis il a essayé de trouver la structure commune à tous les récits. Les récits des contes fantastiques russes.
Puis, tu sais, c'est comme plein de petites étapes. Ça commence, par exemple, tu sais, il y a bon, présence-absence. Après ça, il y a une interdiction, il y a une violation dans l'histoire, dans le récit. Là, après ça, il y a comme il y a un vilain qui embarque, il y a un manque, il y a une quête, il y a quelques épreuves. Tu sais, c'est une structure. Puis là, bon, ça termine après ça. Le dénouement, ça va être une punition où il a gagné, ou en tout cas, tu sais. Un peu flou, c'est parce que c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est juste pour montrer l'exemple d'une espèce de grande structure, que les objets font du sens ensemble à travers leur relation, puis pas. Le récit, c'est plein de petites bouts, puis c'est les petits bouts ensemble qui font du sens. Il y en a plein, là, si je pourrais. Par exemple, là, tu vois, ça, c'est grimace sémantique structurale. Il y a des tableaux là-dedans, mon vieux. Là. Mais tu sais, c'est comme, mettons. En check, tu vois, des tableaux. Encore des tableaux. Écoute, il y a des formules. La fameuse formule de Lévi-Strauss à la fin de son article sur les mythes. Check encore des tableaux ici. Puis tu sais, c'est comme. Faudrait que je trouve là. Je vais juste trouver la fameuse formule. Écoute, il y a des tableaux encore. Voyons, c'est où, Chris? Excusez. Structure des mythes. Je vais juste le trouver pour vous le montrer à quel point ça peut devenir très compliqué rapidement. Là. Ah, c'est ça. Lévi-Strauss, dans son étude des mythes, arrive à... C'est ça ici. Non, gars. Tu vois-tu? C'est genre écrit F. Là. Ça, c'est la formule de base de tous les mythes. C'est fucking compliqué. Là. Même moi, je comprends même pas ça. Là. C'est très compliqué. Ben bon, on va pas trop s'égarer là-dedans, parce que c'est pas ça qu'on parle, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le modus operandi du structuralisme. Puis, tous ces auteurs-là écrivent au moment où Metz écrit cet article-là sur la phénoménologie du narratif. Puis, c'est ça, il écrit dans ce contexte-là. Si vous voulez en savoir plus sur le structuralisme, il y a des excellents podcasts qui existent sur l'application France Radio, France Inter. Dans l'ODSA, il y en a quelques-uns sur Barthes, justement. Je sais qu'il y en a d'autres sur Foucault, ça sont bien populaires. Mais le structuralisme, après ça, a laissé la place, comme j'ai dit, au postmodernisme. Post-structuralisme, postmodernisme, c'est très proche, là, c'est pratiquement la même chose. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin dans le structuralisme. Je pense qu'on comprend l'idée de base que les structuralistes étudiaient beaucoup le récit au point où on en est en 1966. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Puis, Metz répond un peu à ça. C'est ça. Metz, dans son article, lui, il ne cherche pas à proposer un nouveau modèle. Il ne cherche pas à comprendre comment les récits fonctionnent particulièrement. Il essaie pas de proposer un nouveau modèle. Puis, ben, c'est ça. Juste, je vais citer Metz pour expliquer qu'est-ce qu'il dit. Il va dire... Les lignes qui suivent n'ont pas pour but d'avancer un modèle de plus, mais d'inviter le lecteur à réfléchir sur ce qui rend possible toutes les tentatives déjà présentées. C'est là que je viens de dire. C'est là que tous les structuralistes ont fait des études sur le récit. Il nous semble en effet que si le récit se prête à l'analyse structurale, c'est d'abord parce qu'il est en quelque façon un objet réel que l'usager naïf reconnaît à coup sûr et ne confond jamais avec ce qui ne l'est pas. Mais ce qu'il dit donc, c'est que si une analyse structurale qui se fait sur le récit, c'est parce que avant même de l'analyser, on comprend c'est quoi un récit, on comprend que c'est quelque chose en soi,
que c'est un objet bien précis, bien réel, qu'on est capable de reconnaître a priori. Fait que ce qui se passe, c'est qu'avant d'analyser, on expérimente le récit sans s'en rendre compte. On est capable de reconnaître le récit avant même de commencer à l'analyser. On sait c'est quoi le récit. Il y a donc une phénoménologie de l'objet récit. Le récit, il nous advient, on le compute. Tu sais, je disais ça, là, comment que dans le dernier épisode, je disais comment il cherchait à comprendre l'impression de réalité, comment qu'on compute le cinéma. Mais là, c'est à savoir comment qu'on compute le récit, comment qu'on le processe, comment qu'on le rend intelligible. Avant qu'on passe à l'analyse structurelle, avant que tous ces gens-là aient fait l'analyse structurelle, ben on sait c'est quoi un récit. On a conscience de c'est quoi, mais c'est à savoir comment le définir. C'est ça ce que Metz va essayer de faire. Fait que l'objectif de Metz, c'est de trouver c'est quoi qui fait en sorte qu'on reconnaît un récit, c'est quoi les composantes d'un récit, c'est de qu'est-ce qui fait que quelque chose est narratif. Le narratif avec un grand N, là, une espèce de catégorie de narratif, pour une phénoménologie du narratif. C'est ça le titre de l'article. Il cherche en quelque sorte une définition de c'est quoi un récit, ou le narratif avec un grand N, encore une fois. Donc, comme je dis, il ne cherche pas à trouver à proposer un nouveau modèle narratologique, il cherche il travaille avant l'étude structurelle. Comment on est dans la phénoménologie encore. Comment les choses nous adviennent, comment qu'on les compute. Comment qu'on compute le récit. Qu'est-ce qu'on reconnaît quand on regarde un récit, c'est quoi? Qu'est-ce que notre cerveau il reconnaît? Qu'est-ce qu'il appréhende? Metz, il dit qu'il y a 5 choses. Il y a 5 composantes à un récit. Je vais toutes les expliquer, mais je vais les nommer ici. C'est les 5 sections de l'article, puis c'est les 5 composantes du récit. Premièrement, le récit est une séquence close. Deuxièmement, le récit est une séquence temporelle. Troisièmement, c'est un discours. Quatrièmement, le récit est une instance irréalisante. 5. Le récit est une séquence d'événements. Pas une séquence d'événements, est un ensemble d'événements. Excusez. Bon. Voyons maintenant pourquoi puis comment il en arrive à ça. Ça va tout s'enligner à la fin, vous allez voir, ça va être beau, ça va être parfait, ça va être incroyable. Premièrement, on a dit le récit est une séquence close. Pas très compliqué à comprendre, mais c'est la base. C'est vraiment la base d'un récit, c'est que le récit a un début puis une fin. Le film a toujours une première image puis une dernière image. Le livre a toujours une première puis une dernière page, etc. Même les films, par exemple, qui se terminent avec une fin ouverte, comme certains films d'Antonioni, par exemple, je pense à L'Éclissé, ou des épisodes de séries, mettons, qui finissent sur un cliffhanger. L'épisode se termine quand même sur une dernière image. Metz dit que dans ces cas-là, c'est pas la fin. Quand il y a une fin ouverte, c'est pas la fin de la substance sémantique du sens, c'est pas la fin du sens. On est capable très bien de s'imaginer qu'il y a une suite dans notre tête. Tu sais, si une histoire finit sur un cliffhanger, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe après? Tu te poses la question, t'es capable de t'imaginer, tu dis, il va peut-être faire ça, il va peut-être faire ci, mais le récit, en tant que substance sémiotique, disons-le comme ça, ben, il y a une fin. C'est la dernière image, c'est le début du générique. Puis, c'est ça. Le sens ne se termine pas à la fin d'une fin de film ouverte, mais formellement, il n'y a plus de film, c'est la fin, l'image est tournée au noir, puis c'est ça. C'est la fin des signes, mais c'est pas la fin du sens. Mais le film est quand même fini. Donc, un récit a un début et une fin. Le récit est une séquence close.
Premier point. Pas très compliqué à comprendre jusqu'à maintenant. Deuxièmement, le récit est une séquence temporelle. Bon, pas trop compliqué encore. Un récit, ça se déroule dans le temps. Puis ça se déroule dans le temps à 2 niveaux. Il y a le niveau de la chose racontée, puis il y a le niveau du récit. Les formalistes russes que je parlais dans leurs études des contes, puis tout ça, parlaient du fabula, puis du sujet. Ça, c'est 2 beaux mots pour dire que, mettons, il y a l'histoire en tant que contenu, puis il y a l'histoire en tant que chose qui raconte le contenu. Je donne un exemple. Citizen Kane de Orson Welles. Ça raconte l'histoire de la vie entière du personnage de Charles Foster Kane. L'histoire, la vie entière de Charles Foster Kane, c'est ça le fabula. C'est l'histoire. C'est le contenu de l'histoire. C'est la chose racontée. En des termes saussuriens, c'est le signifié. C'est la chose qui se fait signifier. Elle se fait signifier par quoi? Par un signifiant. Citizen Kane, ben c'est aussi un film de 2 heures construit en flashback avec un montage, peu importe, etc. C'est ça, le récit, c'est le sujet, c'est le signifiant, c'est la forme. Ce que le film y signifie, le film de 2 heures, là, du début à la fin, ça signifie la vie entière de Charles Foster Kane. La vie entière de Charles Foster Kane, ça dure 60 à 70 ans, mais le film dure quand même 2 heures. Le récit, donc, dit Metz, monnaie un temps dans un autre temps. C'est-à-dire la vie entière de quelqu'un dans l'intérieur de 2 heures. Donc, capable de comprendre ça, le récit se déroule dans le temps, puis sur 2 niveaux de temps. Là, Metz ensuite pose certaines distinctions avec en ce qui a trait à la description puis à l'image qui, par exemple, la description, au lieu de monnayer un temps dans un autre temps, va monnayer un espace dans un autre temps. Puis l'image va monnayer un espace dans un autre espace. Mais je vais laisser ces précisions-là de côté. Je serais tenté d'en parler, mais on dirait que si je me suis dit de pas en parler, il y a sûrement une raison. Simplement parce que je veux pas m'égarer. Mais comprenons que le récit est une séquence temporelle. Il y a un temps de consommation. Si je lis un livre pendant 3 jours, si je regarde un film pendant 2 heures, mon film de 2 heures peut raconter 60 ans, peut même raconter des millions d'années. Un livre peut faire la même chose, mais le livre va quand même avoir 300 pages. Il y a un temps de consommation. C'est pas, par exemple, comme une image qui est figée dans le temps, par exemple, une photographie. C'est différent. C'est pas la même chose. Le récit est pas... c'est pas le... C'est là que, en fait, la distinction entre la description puis l'image est différente. Le récit, lui, se déroule dans le temps. Si je regarde une image, je peux bien... Il n'y a pas comme... je peux bien le regarder pendant 5, 10, 15, 20 minutes, mais c'est pas une séquence temporelle, vraiment. C'est juste... Il n'y a rien qui m'est imposé. Là, donc, le récit se déroule temporellement. C'est une séquence close, premièrement, et c'est une séquence temporelle. Si c'était pas une séquence temporelle, ce serait pas un récit. Ce serait une image figée, par exemple. Puis si c'était pas une séquence close, mais ce serait juste... Ça serait pas un récit non plus. Il n'y aurait pas de début, il n'y aurait pas de fin. Ce serait juste la vie, au pire. Donc, séquence close et séquence temporelle. On a nos 2 premiers éléments déjà. Troisièmement, ces 2 éléments-là, de ces 2 éléments-là, le récit est donc un discours. Toute narrativité est un discours. Mais l'inverse, c'est pas vrai, par exemple. C'est pas tous les discours qui sont narratifs. Par exemple, un film éducatif ou
un discours officiel, c'est pas narratif. Mais tous les récits sont des discours. Là, ce que ça veut dire, ça, c'est que il y a quelqu'un qui parle. Ou à tout le moins, il y a quelque chose qui parle. Un récit, comme je viens de dire, c'est pas la vie. C'est un récit, c'est une séquence close, temporelle. C'est pas le monde réel. Le monde réel n'est pas proféré par personne. C'est le discours, la vie. Il n'y a personne qui prononce la vie pendant qu'on la vit. On fait juste la vivre. Tandis qu'un récit, il y a quelque chose qui raconte. Il y a une énonciation, en d'autres mots. Puis, c'est pas nécessairement un auteur, comme on a tendance à l'imaginer au cinéma avec les films d'auteur, comme on dit. Ils disent ça, c'est Barthes qui parle. Avant même où il y a un auteur, il y a des films qui sont sans auteur. Par exemple, les mythes ou les contes folkloriques, les légendes, c'est pas le fruit d'un auteur, c'est juste... Ça existe, on sait pas vraiment de où ça vient. Mais si j'écoute le mythe, la légende de la chasse-galerie, ben même moi être mon grand-père qui le conte, ça va être lui qui parle, mais je peux me conter, je peux me rappeler l'anecdote de la chasse-galerie dans ma tête, puis il y a quelque chose qui parle, mais il y a personne, il y a aucun quelqu'un précis, il y a aucun individu. C'est pas nécessairement un individu, mais il y a quand même une instance racontante. Il n'y a pas besoin non plus d'un narrateur, par exemple, comme c'est quelqu'un qui a une espèce de voix de Dieu. C'est pas nécessairement ça que je parle. C'est vraiment le récit raconte par son instance racontante abstraite. C'est très c'est abstrait comme instance racontante. C'est pas quelqu'un, c'est juste quand j'écoute un récit, il y a quelque chose qui parle. Au cinéma, par exemple, il y a certaines personnes qui avaient parlé de grand imagier. Un grand imagier qui est comme la personne qui organise le montage, la chose qui est montée. La chose qui organise le film. Et le film en tant que... Bon, mais tu parles, c'est le film en tant qu'objet langagier. Quelque chose qui communique, mais pas qui communique, mais qui parle. Il y a un langage. Donc c'est parce que le récit est raconté par cette instance racontante-là que le récit est un discours. Si c'était pas un discours, ce serait pas un récit, ce serait autre chose. Ce serait la vie, ce serait je sais pas, ce serait pas un récit. Pour qu'il y ait récit, il doit y avoir quelque chose qui raconte. Donc on a notre troisième élément déjà. Séquence close, séquence temporelle et discours. Quatrièmement, je disais instance irréalisante. Je parlais d'instance racontante, mais le récit irréalise qu'est-ce qu'il raconte. Il rend irréel la chose racontée. Le fabula, le signifié, l'histoire, le contenu. Le récit, il rend irréel cette chose-là. Même dans le film le plus réaliste, là, on peut se penser, on ne s'attend pas à croiser un personnage dans la rue. Metz dit « Le réalisme concerne l'organisation du contenu, non la narrativité comme statut. Et il est un niveau perceptif pour lequel Emma Bovary n'est pas moins imaginaire que la fée Carabosse. » Emma Bovary sort d'un roman de Flaubert qui est un roman réaliste, qui n'est pas plus réel que n'importe quelle figure fantastique, dans le fond. Emma Bovary, elle n'existe pas plus que... Il lui dit la fée Carabosse, mais je veux dire, ça peut être n'importe qui. Emma Bovary n'existe pas plus que Superman ou que Séraphin, dans le fond. Nuance, par exemple. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a des récits qui racontent des histoires vraies. Par exemple, des documentaires de Perrault, il y a Alexis Tremblay qui a existé. C'est possible,
d'avoir rencontré cet homme-là, de le croiser dans la rue à l'île aux Coudes à l'époque, avant qu'il soit mort. Les récits, disons, racontés à la télévision aussi, des reportages en direct, sont en effet réels. Mais ça reste que du moment qu'on consomme l'histoire, on sait que ça se passe pas dans le monde réel en ce moment. Je parlais de Ici et Maintenant, du cinéma dans le dernier article, mais c'est le hic et nunc. On sait que le récit en ce moment, quand je regarde un film de Perrault puis qu'Alexis Tremblay parle, je sais qu'il n'est pas en train de me parler en ce moment. Quand on regarde un reportage à la télé, on sait qu'on n'est pas témoin de la manif en direct qu'on regarde. Même si ça se passe en ce moment, dans la rue, là, on sait que Chris n'est pas là en ce moment. Je suis pas dedans, je suis pas dans la vie. Là, elle n'est pas dans mon salon. Je la consomme à travers la télévision. Donc, la télévision, par exemple, elle vient irréaliser le récit de la manifestation, irréalise la manifestation que je regarde dans la télévision. Le film de Perrault irréalise Alexis Tremblay dans le récit, ce qui fait en sorte que je ne vais pas être tenté d'y parler quand je le regarde. Je le sais qu'il n'est pas là. Il est irréalisé. Tu vas dire, la réalité, le monde dans lequel on vit, suppose la présence, ce qui est une position privilégiée sur deux paramètres, l'espace et le temps. Seul est pleinement réel le hic et le nunc, c'est-à-dire le ici et le maintenant. Seul est pleinement réel le hic et le nunc, le ici et maintenant. Seul est pleinement réel le ici et maintenant. C'est ça, tu sais, comme en ce moment, toi, tu regardes le podcast. Tu es là, en ce moment, dans la réalité, dans ton salon, devant ton ordi, dans tes écouteurs, je sais pas ce que tu es, si tu es dans la rue, dans le métro, en ce moment et maintenant, c'est la réalité. Mais moi, que tu écoutes en ce moment, je suis pas dans ton ici et maintenant, je suis techniquement le récit de ce que tu regardes. Si je raconte, par exemple, la journée que je viens d'avoir à quelqu'un, mettons que tu es à côté de moi, je te raconte, on est en live, là, les deux dans la même pièce, puis je te raconte qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ben on perd le nunc, c'est-à-dire on perd le maintenant, parce que ce que je te raconte est arrivé tantôt. C'est le récit de ma journée, il est arrivé tantôt, même s'il est ici. Donc on a encore le hic, le ici, parce qu'on le raconte, je te raconte ici, ça s'est passé, je te raconte ma journée dans ma chambre. Ben c'est ça, c'est ça qui s'est passé, ici, mais pas maintenant. Puis si je regarde un reportage en direct, par exemple, ben je perds le hic, je perds le ici. Parce que ça se passe maintenant, mais ça se passe là-bas. Donc, c'est pas la réalité, parce que la réalité, ce qu'elle demande, c'est qu'elle demande le ici et le maintenant, le hic et le nunc. Puis, du moment que tu perds un des deux, c'est plus la réalité, c'est autre chose. En l'occurrence, un récit. Metz pose une colle. Là, Metz, il en rajoute un layer juste pour faire son tannant. Il va dire, ouais, mais what if que je suis dans une manifestation, puis que, en étant dans la manifestation, je regarde sur mon téléphone un live de la manif que je suis présentement en train de vivre. Je suis dans la manif, là, puis dans mon cell, je regarde, par exemple, un live d'un hélicoptère qui nous filme. Là, c'est une colle. En fait, quand je regarde le live de la manif, pendant que je suis dans la manif, je manifeste plus. Je regarde. Je deviens spectateur d'une manif qui se passe en ce moment, mais ailleurs dans ma conscience de manifestant, je suis dans ma conscience de manifestant spectateur. Au final, même s'il est question du même événement, la manifestation dans le téléphone, c'est l'irréalisation de la première, la vraie, celle que je vis
mais pas pendant que je regarde, celle que je vis pendant que je regarde plus le live. Fait que la manifestation dans le téléphone en live que je regarde, elle est irréalisée. On irréalise la vraie manifestation. C'est pas la réalité. Parce que je l'irréalise à travers mon téléphone. T'sais. En fait, on perd le nunc. On perd le maintenant. Ou on perd le ici. Ici, c'est vraiment un niveau très minime d'irréalisation. Ça pourrait être le niveau le plus minime. T'sais. On le perd, mais presque pas. Mais c'est en fait, ce que Metz va dire, c'est que une seule manifestation substantielle, c'est-à-dire une seule manifestation dans la rue, peut correspondre à deux manifestations phénoménales. Celle que je sais que je participe, puis celle que j'écoute, celle dont j'écoute le récit dans mon téléphone. Grémas, par exemple, dirait que ça correspond à deux actants différents, c'est-à-dire l'actant manifestant, celui qui manifeste dans la manifestation, puis celui qui écoute, l'actant écoutant. Fait que c'est pas parce qu'il y a un seul événement qu'il peut pas en avoir deux phénoménaux. Fait que tu vois, dans tous les cas, le récit, il réalise qu'est-ce qu'il raconte. De Emma of Bovary à Superman à la manifestation en live dans laquelle je suis en ce moment, la chose est irréalisée. Donc voici notre quatrième élément qui compose un récit. Premièrement, on a la séquence close, on a la séquence temporelle, le récit est un discours, puis le récit est une instance irréalisante. C'est touché pareil, c'est intéressant en salle. Puis cinquièmement, dernièrement, le récit est un ensemble d'événements. C'est qu'est-ce que le récit réalise? C'est une séquence d'événements. C'est qu'est-ce que le récit il met dans sa séquence close. C'est qu'est-ce que le récit il rentre dans sa séquence temporelle. Puis c'est quoi que le discours il profère dans son discours? C'est des événements. Je vais lire un passage. Deuxième paragraphe. Ok, ouais, c'est ça. Excusez, je suis ici. Ouais, c'est ça. Un récit est un ensemble d'événements. Ce sont ces événements qui sont rangés en séquence. Ce sont eux que l'acte narratif, pour exister, commence par y réaliser. Ce sont eux, enfin, qui fournissent au sujet racontant son nécessaire corrélat. Il n'est racontant que parce que les événements racontés sont racontés par lui. En revanche, ce n'est pas cet ensemble d'événements qui est clos, mais seulement le discours dont il fait l'objet. Un récit, nous l'avons vu, n'est pas une séquence d'événements clos, c'est une séquence close d'événements. Les récits traditionnels et bouclés sont des séquences closes d'événements clos. Les récits à fin truquée, qu'affectionne la modernité culturelle, sont des séquences closes d'événements non clos. Par exemple, les cliffhangers, toutes ces affaires-là, c'est des séquences closes d'événements qui sont non clos. Ah, c'est ça. Lorsqu'il y a séquence d'événements clos, il y a toujours séquence close. Mais lorsqu'il y a séquence close, il n'y a pas toujours séquence d'événements clos. C'est structuraliste. C'est des phrases proches qui s'opposent à un détail près, à un mot près. C'est beau. C'est tellement le fun à comprendre. Les événements dans un récit écrit ou oral, c'est des phrases, c'est des énoncés composés de mots. Le récit, c'est un discours parce qu'il y a une instance racontante, comme on l'a dit. Par exemple, dans le film Le Grand Imagier. Mais c'est aussi un discours dans le sens qu'il enligne plusieurs phrases, plusieurs énoncés. Dans le récit cinématographique, là, c'est ça, ce que je viens de dire, c'est que le discours, par le fait qu'il y a une instance qui raconte, c'est un discours. Mais c'est aussi un discours dans le sens que c'est plusieurs morceaux
Il y a plusieurs événements qui sont syntagmatiquement alignés. Ils s'enlignent. Au cinéma, par exemple, c'est le montage. C'est une suite d'événements qui sont raboutés. Dans le récit cinématographique, on utilise des images. Il n'y a pas d'équivalent aux mots qui forment les phrases dans les récits écrits ou oraux. Les plans ou les images correspondent plutôt à des énoncés larges. C'est juste, dans le fond, pour comprendre que les événements qui composent les récits, c'est des énoncés. C'est des séquences d'événements. Ces événements-là sont représentés à l'intérieur d'énoncés. Mais là, on est poussé à se demander qu'est-ce que ça fait ces 5 éléments-là. Parce que là, on les a, nos 5 événements. On a séquence close, on a séquence temporelle, on a discours, on a instance, on a... oh, j'ai oublié. On a séquence close, séquence temporelle, discours, ouais, c'est ça. Instance irréalisante, puis ensemble d'événements. Qu'est-ce que ça fait, ces 5 éléments-là? Qu'est-ce que Metz cherchait à faire en explorant la phénoménologie du narratif? Parce que tous ces éléments-là, c'est ça que notre cerveau y compute. En fait, Metz termine son texte en disant que l'esthétique contemporaine s'intéresse beaucoup à ces grandes catégories esthétiques, par exemple le sublime, le gracieux, l'élégiaque, etc. Puis ces sensations-là, ces sentiments-là, ils permettent de comprendre comment le monde nous advient, puis comment on appréhende le monde. Esthétiquement, mettons. Puis il trace une sorte de parallèle entre ces grandes catégories en disant que le narratif, c'est pas exactement la même chose que le sublime ou l'élégiaque, par exemple, parce qu'un récit, un récit peut être sublime ou élégiaque, puis qu'il y a plein d'autres choses qu'un récit peuvent être sublime, par exemple. Le sublime ou l'élégiaque sont plus des tonalités, dit Metz, alors que le narratif est un genre. Mais Metz, quand même, pense que le narratif avec un grand N a en commun avec ces grandes catégories-là le fait qu'il représente une des grandes formes anthropologiques de la perception. Dans le cas des consommateurs du récit, puis des grandes formes anthropologiques de l'opération, dans le cas des inventeurs de récits. Puis il termine son texte dans tout son talent de normalien, de synthèse, en disant que c'est cette grande forme de l'imaginaire humain que... excusez, je recommence. C'est cette grande forme de l'imaginaire humain que, pour conclure et pour nous résumer, nous proposons de définir de la façon suivante: discours clos venant irréaliser une séquence temporelle d'événements. Voilà ce que c'est le narratif. C'est un discours clos venant irréaliser une séquence temporelle d'événements. Non, mais c'est-tu bien tourné? Café frette. Dégueulasse. Bravo, Metz. C'est ça, la phénoménologie du narratif. Avant d'entreprendre l'analyse structurelle que tous ces chums y faisaient, on repère c'est quoi un récit. Eux aussi l'ont repéré c'est quoi un récit, mais Metz, il met le doigt dessus en disant que c'est un discours clos venant y réaliser une séquence temporelle d'événements. C'est ça que nous appréhendons. C'est ce qui s'opère dans notre conscience lorsque nous sommes face à un récit. C'est ça qu'on regarde. C'est ça. Voici la phénoménologie du narratif. Avec un grand N. C'est de même que se termine déjà le deuxième épisode de Christian Metz. On termine aussi la première section des essais sur la signification du cinéma. Je vous invite à mettre la main sur ces bouquins qui sont... Puis les versions en français, hein, by the way, parce qu'ils ont été traduits, comme je l'ai dit, il y a Langage et cinéma, par exemple, qui a été traduit, mais c'est vraiment mal traduit. Étant donné que Metz a single-handedly changé le game, c'était pas aux États-Unis en anglais où il y avait pas beaucoup de monde qui était capable de comprendre réellement qu'est-ce que Metz y parlait, puis comment de comprendre sa méthodologie, comprendre sa terminologie qui a besoin d'être très précise. Fait que
certaines traductions sont mal faites, sont pas précises assez. Fait que lisez Metz en français. C'est des très bons textes à lire en français parce qu'il écrit super bien, comme je l'ai dit au début du précédent épisode. Ils sont pas super faciles à trouver, mais ils se trouvent là, sur des sites comme ApeBook ou celui-là on me l'a donné, mais le deuxième tome je l'ai acheté là-dessus justement. Signifiant imaginaire, je l'ai acheté sur ApeBooks. Comme les revues communication, je l'ai acheté sur ApeBooks aussi, l'autre aussi. Ça se trouve. Puis pour vrai, moi, Christian Metz, c'est vraiment une révélation dans mon parcours académique en lien avec le cinéma, puis la théorie. Je vais peut-être faire d'autres épisodes sur lui. Mais bon, avant, il va falloir que je replonge un peu plus profondément dans certaines de ces notions. Parce que c'est quand même compliqué, puis je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que ces deux articles-là introduisent bien ce que Metz peut faire. C'est pas très compliqué à comprendre, là, on l'a vu, tu arrives à la fin, c'est discours clos venant y réaliser une séquence temporelle d'événements. C'est très basique, c'est ce qui est impressionnant dans Metz, c'est qu'il va tellement au fond des choses qu'à la fin, t'es comme, ben ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ce qu'il fait dans cet article-là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on comprend déjà. Comprendre qu'est-ce qu'on comprend déjà, ça veut pas dire qu'on le comprend pour de vrai. On le comprend malgré nous, mais après, de le comprendre en profondeur, c'est autre chose. D'aller trouver qu'est-ce qui se cache en arrière de notre conscience par l'étude phénoménologique, ben c'est ça. T'sais. C'est un autre paire de manches. Puis c'est ça. Fait que je vais essayer de retomber là-dedans peut-être, mais je me rends compte aussi qu'en faisant qu'est-ce que je fais, des espèces d'exposés comme ça, ben on apprend beaucoup en lisant, mais on apprend aussi beaucoup en l'expliquant. Parce que tu te rends compte qu'il y a quelques zones d'ombre. Aïe aïe. Fuck. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah shit. Ok. Je viens de manquer de batteries. Check, on va faire ça à la bonne franquette. Je vais finir ça de même. Voilà, de retour. C'est ça. Je vais juste finir ça de même, dans le fond. Metz. Lisez Metz. Puis si vous avez des questions, ben au pire, textez-moi. Je vais faire d'autres épisodes là, bientôt, le congé prolongé de COVID de 2021. Moi, je m'en calisse ma raide. On travaille fort. On est sur notre grind. On est sur notre workflow. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que joyeux Noël. Bonne année 2021. On va voir si ça va aller mieux en 2021. Mais des nice podcasts de Bleu Cinéma, en tout cas, ça va faire du bien. Puis, fait que c'est ça. Joyeux Noël, bonne année, grande année.